Je suis un homme de 32 ans, responsable d'exploitation dans une entreprise de logistique de taille moyenne en région lyonnaise. Rien de très glamour, mais un salaire stable et de bons avantages. Ça fait 8 ans que je suis dans la même boîte. J'ai gravi les échelons en commençant tout en bas, sur les quais de l'entrepôt à charger des camions à 5 heures du matin. Le boulot n'est pas passionnant, il s'agit surtout de gérer les plannings d'expédition, les contrats avec les fournisseurs et d'éteindre les incendies quand les livraisons tournent mal. Mais ça paie les factures et ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai commencé au SMIC, et maintenant je tourne autour de 50 000 € par an. Je ne suis pas riche, mais on vit confortablement. Mes années dans l'entrepôt m'ont beaucoup appris sur le travail acharné et la prise de responsabilité. Si vous ratez un chargement, les camions restent immobilisés, ce qui coûte des milliers d'euros de l'heure à l'entreprise. On apprend très vite à tout vérifier 2 fois, à communiquer clairement et à assumer ses erreurs. Ces leçons me sont restées en montant en grade. Mon patron m'a promu parce que j'étais fiable. J'arrivais à l'heure, je ne cherchais pas d'excuses, je résolvais les problèmes au lieu d'en créer. J'ai épousé ma femme Camille, 30 ans, il y a 6 ans, après 2 ans de relation. Nous avons eu 3 enfants ensemble, une fille de 5 ans, Chloé, et des jumeaux, Léo et Hugo, qui viennent d'avoir 3 ans. La vie était belle, ou du moins je le croyais. Nous vivions dans un pavillon de banlieue standard avec un crédit immobilier que je pouvais largement assumer. Nous conduisions des voitures raisonnables qui étaient déjà payées et avions une routine qui fonctionnait bien. Rien d'extravagant, juste une vie de famille normale que j'appréciais sincèrement. Notre maison était un plein pied des années 80 avec 3 chambres. Elle avait besoin de travaux quand nous l'avons achetée il y a 5 ans. Une cuisine vieillotte, une moquette qui avait fait son temps, une salle de bain tout droit sortie d'un épisode d'une vieille série des années 70, mais c'était chez nous, et j'avais passé mes week-ends à la retaper petit à petit. J'avais arraché la moquette, posé du parquet Stratify, rénové la salle de bain avec du nouveau carrelage et de nouveaux équipements, et construit une grande terrasse en bois dans le jardin où nous faisions des barbecues en famille l'été. Camille travaillait à temps partiel comme assistante dentaire dans un cabinet à 10 minutes de la maison, 3 jours par semaine, avec des horaires flexibles qui lui permettaient d'être à la maison quand les enfants rentraient de la crèche et de l'école maternelle. Elle gagnait environ 18 000 € par an, ce qui aidait pour les courses et les petites factures, mais je couvrais le prêt immobilier, l'assurance des voitures et la plupart des grosses dépenses. Nous partagions les tâches ménagères de manière assez équitable. Je m'occupais de l'entretien du jardin et des voitures. Elle gérait les courses et la planification des repas. Les week-ends, c'était l'entraînement de foot pour Chloé, les sorties au parc pour les jumeaux, et essayer d'empêcher 3 petits humains de détruire la maison. Une existence de papa de banlieue standard que j'adorais honnêtement. Les entraînements de foot étaient mon moment préféré de la semaine. Regarder Chloé courir sur le terrain avec ses coéquipières, l'encourager depuis le bord de la touche avec les autres parents, aller manger une glace après. Des choses simples qui donnaient un sens à la vie. Les jumeaux étaient encore trop petits pour les sports d'équipe, mais ils se couraient après autour du parc pendant que je gardais un œil sur eux et l'autre sur le match de Chloé. Mon meilleur ami Julien me connaît depuis la fac. Il bosse dans l'informatique pour une grosse mutuelle d'assurance, il n'a aucun filtre et dit les choses exactement comme il les pense. Il venait à la maison presque tous les vendredis pour le dîner, m'aidait à faire griller des saucisses et des brochettes au barbecue, et on discutait pendant que les enfants couraient dans le jardin. Julien était le genre d'ami qui débarquait avec sa caisse à outils quand on mentionnait un projet, pas avec des excuses. Quand j'ai construit la terrasse, il a passé 3 week-ends à m'aider à mesurer, couper et visser les lames de bois. Il n'a jamais rien demandé en retour, à part peut-être un pack de bière à la fin de la journée. Julien avait traversé son propre désastre sentimental quelques années auparavant. Son ex-fiancée avait vidé leur compte commun et avait déménagé à l'autre bout de la France avec un type rencontré sur Internet. Il avait appris à ses dépens comment se protéger légalement et financièrement. Cette expérience l'avait rendu assez cynique sur les relations, mais lui avait aussi donné une perspective que j'allais bientôt apprendre à apprécier lors de ma propre crise. Le cauchemar a commencé au printemps dernier quand la sœur jumelle de Camille, Sophie, a lâché une bombe. Sophie et son mari Maxime essayaient d'avoir des enfants depuis des années. Plusieurs cycles de FIV, des dizaines de milliers d'euros en frais médicaux, rien n'avait fonctionné. Leur médecin a suggéré la gestation pour autrui, GPA, comme ultime option. L'explication médicale était que l'utérus de Sophie présentait du tissu cicatriciel suite à des interventions précédentes, ce qui rendait toute grossesse impossible, mais ses ovules étaient toujours viables.
C'est à ce moment-là que Camille a décidé qu'elle serait la mère porteuse. Elle ne m'a pas posé la question, elle n'en a pas discuté comme le font des partenaires de vie. Elle a décidé, au passé, et s'était déjà engagée avant même que je sache ce qui se passait. Je suis rentré du travail un jeudi soir de mars, épuisé après avoir géré une cargaison qui avait été expédiée dans la mauvaise région. Le client était furieux. Mon patron me mettait la pression, et j'avais passé 4 heures au téléphone pour coordonner une correction qui allait nous coûter une fortune en frais de transport express. Camille était sur le canapé, en train de faire défiler l'écran de son téléphone, les enfants avaient déjà mangé et regardé des dessins animés dans le salon. J'ai pris un reste de hachis parmentier dans le frigo et je me suis assis à côté d'elle. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, en levant à peine les yeux de son écran. « Longue. J'ai dû rediriger un semi-remorque entier de mobilier de bureau parce que quelqu'un a inversé 2 chiffres dans le code postal. Le client menace de fermer son compte. J'ai pris une bouchée de mon hachis parmentier froid. Et toi ? » Elle a posé son téléphone avec une expression étrange, mi-nerveuse, mi-défiante. Le même regard qu'elle avait eu quand elle m'avait annoncé qu'elle avait acheté un sac à main à 400 € sans m'en parler avant. En fait, il faut que je te dise quelque chose. Le ton de sa voix m'a noué l'estomac. Cette combinaison particulière de mots ne mène jamais à rien de bon. La dernière fois qu'elle avait utilisé cette phrase, c'était pour m'informer qu'elle nous avait engagés à organiser le repas de Noël pour nos 2 familles sans me demander mon avis. Qu'est-ce qui se passe ? Sophie et Maxime m'ont demandé d'être leur mère porteuse. Elle l'a dit très vite, comme on arrache un pansement. Et j'ai dit oui. J'ai arrêté de mâcher, j'ai posé ma fourchette. Tu as dit oui pour porter le bébé d'un autre homme. L'embryon de Maxime, l'ovule de Sophie. Techniquement, c'est leur bébé. Je ne suis que la porteuse. Et avant que tu ne pètes un câble, j'ai déjà commencé les examens médicaux. J'ai eu mon premier rendez-vous la semaine dernière. Mon cerveau a eu besoin d'une seconde pour assimiler ce que j'entendais. Tu as déjà commencé ? À quel moment exactement comptais-tu en discuter avec moi ? Elle a croisé les bras sur la défensive. J'en discute maintenant. Non, tu m'en informes. Ce n'est pas pareil. J'ai posé mon assiette sur la table basse, n'ayant soudain plus faim. Camille, ce n'est pas comme changer de coupe de cheveux ou acheter de nouvelles chaussures. C'est un engagement de 9 mois qui affecte toute notre famille. C'est mon corps, Thomas. Mon choix. Sophie est ma sœur jumelle. Elle est dévastée depuis des années en voyant tout le monde avoir des enfants alors qu'elle ne peut pas. Je peux l'aider. Je peux lui donner la seule chose qu'elle désire le plus au monde en portant le bébé de son mari. Tu entends à quel point ça a l'air délirant ? Ses yeux ont lancé des éclairs de colère. Ce n'est pas délirant. Ça s'appelle de la compassion. Quelque chose dont tu manques cruellement, apparemment. Ça m'a blessé. De la compassion, ça aurait été de m'impliquer dans cette décision avant de prendre rendez-vous avec des cliniques de fertilité et de commencer des examens médicaux dans mon dos. Je savais que tu réagirais comme ça. C'est exactement pour ça que j'ai attendu. Tu es tellement contrôlant avec tout. Je ne peux prendre aucune décision sans que tu mettes ton veto ou que tu en fasses toute une histoire. Contrôlant ? Je suis contrôlant parce que je veux être consulté avant que ma femme ne tombe enceinte du bébé d'un autre homme ? C'est placer la barre de la manipulation bien bas, Camille. Elle s'est levée, les poings serrés. Tu es égoïste. Sophie, c'est la famille. C'est ma jumelle. Tu sais ce que ça fait de voir ta sœur jumelle s'effondrer à chaque fois qu'un test de grossesse est négatif ? De la voir sangloter au baby shower des autres ? Elle a besoin de moi, Thomas. Et je vais l'aider, que ça te plaise ou non. Et moi, je suis ton mari, le père de tes 3 vrais enfants. Ça ne compte pas ? Je me suis levé à mon tour, en essayant de baisser la voix pour que les enfants ne nous entendent pas nous disputer dans la pièce d'à côté. Tu veux passer 9 mois enceinte de l'enfant d'un autre homme sous notre toit, en utilisant notre mutuelle, et tu penses que ça ne changera rien ? Tu as perdu la tête ? Arrête d'être dramatique. C'est 9 mois. Ensuite, je remets le bébé à Sophie et Maxime. C'est simple. Des femmes font ça tout le temps. Il n'y a rien de simple là-dedans, Camille. Et le fait que tu ne puisses pas le voir, le fait que tu aies pris cette décision sans même m'en parler d'abord me terrifie. Qu'est-ce que tu vas décider d'autre de façon unilatérale ?
Tu vas quitter ton travail sans me le dire? Déménager à l'autre bout de la France? C'est quoi la suite? Elle a attrapé son téléphone sur le canapé, ayant clairement fini la conversation. Eh bien, ça va se faire, que tu le veuilles ou non. Le transfert d'embryon est prévu pour le mois prochain, le 15 avril. J'ai déjà signé tous les papiers. Le mois prochain? Ça fait combien de temps que tu prépares ça? Environ 6 semaines. Sophie et moi avons longuement discuté avec la clinique en février. Maxime a dû faire sa part, évidemment, fournir l'échantillon, et ils m'ont préparé pour le transfert. Je prends des hormones pour synchroniser mon cycle avec le timing de l'embryon. Maxime a dû faire sa part, ai-je répété, la voix plate et glaciale. Super. Donc, ma femme et le mari de sa sœur ont eu des conversations détaillées sur la création d'un bébé ensemble, sur des procédures médicales impliquant sa contribution, et je ne l'apprends que maintenant. C'est tout à fait normal et il n'y a aucun problème. Tu transformes ça en quelque chose de malsain alors que ce n'est pas le cas. On parle de procédures médicales, pas de ce que tu insinues. Tout est fait dans un laboratoire, pour l'amour du ciel. Je me fiche des termes cliniques que tu utilises ou de l'endroit où ça se passe. Tu as fait un choix qui a un impact sur notre mariage, notre famille, nos finances, le tout sans m'inclure. C'est une trahison, Camille. Purement et simplement. Elle s'est dirigée vers l'escalier, prévoyant manifestement de mettre fin à la discussion en quittant la pièce. Je vais voir comment vont les enfants. Quand tu seras prêt à me soutenir au lieu d'être hostile, fais-le-moi savoir. Elle m'a laissé planter là, le cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre comment mon mariage venait d'imploser en l'espace de 10 minutes. Je pouvais l'entendre à l'étage aider les enfants à se préparer pour aller au lit, sa voix enjouée et normale, comme si nous ne venions pas d'avoir une dispute nucléaire, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé à fixer le plafond pendant que Camille ronflait paisiblement à côté de moi, apparemment pas dérangée par la bombe qu'elle venait de lâcher. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné et je suis allé dans le salon. Je me suis assis dans le noir en essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ma femme allait porter le bébé de son beau-frère. Elle avait décidé ça sans moi. Elle avait signé des papiers, commencé des traitements médicaux, et elle ne voyait aucun mal à tout ça. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi j'étais bouleversé. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien depuis ma voiture avant d'aller au travail. Faut qu'on parle. Tu es libre pour déjeuner? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air au bout du rouleau. Camille va être mère porteuse pour Sophie et Maxime. Un long silence à l'autre bout du fil. Répète un peu. Tu as bien entendu. Elle a déjà commencé le processus médical. Elle me l'a dit hier soir comme si elle annonçait qu'on mangeait des pâtes pour le dîner. Mec, c'est... Je ne sais même pas quoi dire à ça. Elle a décidé ça toute seule, complètement. Elle a signé des contrats, fait des examens médicaux, programmé le transfert d'embryon, tout ça sans me dire un mot jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie près de mon bureau, un endroit sympa où il connaissait ma commande habituelle. Je lui ai raconté toute l'histoire pendant que Julien écoutait, son expression devenant de plus en plus horrifiée à chaque détail que je partageais. Donc, si je comprends bien, a-t-il dit quand j'ai eu fini, en posant son sandwich. Ta femme va tomber enceinte du bébé de Maxime, le porter pendant 9 mois dans ta maison, autour de tes enfants, et elle a pris cette décision sans te demander d'abord. Pas juste pas demander. Elle ne m'a littéralement pas inclus dans la conversation du tout. C'est ça. Et quand tu t'es opposé, elle a dit en gros, tant pis, ça se fait quand même. Elle a dit que c'était son corps et son choix. Que je suis égoïste de ne pas soutenir sa sœur. Que je suis contrôlant parce que je veux être consulté sur les décisions importantes de la vie. Julien s'est adossé à sa chaise, secouant lentement la tête. Mec, c'est au-delà du tordu. Je veux dire, la GPA en elle-même est une chose. Des couples décident de faire ça ensemble, ils planifient le truc, s'assurent que tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais ça. C'est elle qui te traite comme si tu n'existais pas, comme si ton opinion n'avait aucune importance. C'est exactement ce que j'ai ressenti, ai-je admis. Comme si je n'étais qu'un meuble dans sa vie, quelque chose avec lequel elle compose au lieu de faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'étais posé la même question toute la nuit. Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas juste accepter ça.
Elle m'a fait comprendre que mon avis ne compte pas dans notre propre mariage. Tu dois te protéger légalement, mec. Sérieusement, si elle est allée aussi loin, en prenant des décisions aussi énormes sans toi, qui sait de quoi d'autre elle est capable? Et si elle signait des documents financiers en ton nom? Et si toute cette histoire de mère porteuse entraînait des coups que tu ignores? Ce conseil est resté gravé dans ma tête. Julien avait raison. Si Camille pouvait prendre une décision aussi massive sans mon avis, quelles autres limites était-elle prête à franchir? Quels autres engagements avait-elle pris dont je n'étais pas au courant? Les semaines qui ont suivi ont été tendues. Camille a commencé des injections quotidiennes d'hormones pour préparer son corps au transfert d'embryons. Elle laissait les seringues et les flacons de médicaments sur le lavabo de la salle de bain comme si c'était des vitamines. Complètement désinvolte face à toute cette situation. Je rentrais à la maison et je la trouvais en train de regarder des vidéos YouTube sur la GPA, de lire des forums où des femmes partageaient leurs expériences, de parler au téléphone avec Sophie des symptômes de grossesse et des dates d'accouchement. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises. Chaque conversation se terminait de la même manière, elle insistant sur le fait que ça allait se faire et moi étant qualifié de non solidaire et de manipulateur. Camille, s'il te plaît, fais une pause une seconde et pense à ce que ça nous fait, à notre mariage. Ce que ça nous fait, c'est me montrer qui tu es vraiment. Ma sœur a besoin d'aide. Une aide réelle et significative que je peux lui apporter. Et tu ramènes ça à ton ego, à ton besoin de contrôler tout ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec l'ego ou le contrôle. Ça a tout à voir avec le fait que tu prends des décisions unilatérales concernant notre mariage, que tu me traites comme si je ne comptais pas, je n'en discute plus. Le transfert est la semaine prochaine. Soit tu embarques, soit tu n'embarques pas, mais j'avance. Sophie compte sur moi. Je ne vais pas la laisser tomber parce que tu ne peux pas supporter 9 mois de grossesse. Ce n'est pas la grossesse que je ne peux pas supporter. C'est la trahison. Tu choisis ta sœur plutôt que ton mari. Elle a ri amèrement. Maintenant, tu es ridicule. Je ne choisis personne au détriment de personne. J'aide ma famille. Si tu ne peux pas voir la différence, c'est ton problème, pas le mien. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille. L'avocate, maître Agnès Dubois, m'avait été recommandée par un collègue qui avait traversé une séparation houleuse 2 ans auparavant. Son cabinet se trouvait dans un immeuble de bureaux en centre-ville. Rien de très luxueux, mais propre et organisé. Elle a écouté ma situation sans porter de jugement, prenant des notes sur un bloc-notes juridique pendant que j'expliquais la décision de GPA, le refus de Camille de me consulter, et la distance grandissante entre nous. « Est-ce que votre femme travaille ?» a demandé Agnès quand j'ai eu fini. Assistante dentaire à temps partiel. Elle gagne environ 18 000 € par an. Je couvre environ 70% des dépenses de notre foyer. Le crédit, les factures, l'assurance de la voiture, toutes les grosses dépenses. Et elle dépense les fonds communs du mariage pour ce processus de GPA. Je suppose que oui. Les frais médicaux ne doivent pas être donnés. Les traitements de fertilité, les médicaments, les visites chez le médecin, tout ça coûte de l'argent. Je ne connais pas les montants exacts parce qu'elle ne me l'a pas dit, mais je devine que ça se chiffre en milliers d'euros. Agnès a pris d'autres notes. A-t-elle signé quoi que ce soit qui vous engage financièrement dans cet arrangement? Des contrats avec la clinique ou avec sa sœur et son beau-frère? Pas que je sache, mais honnêtement, à ce stade, je ne serais pas surpris. Elle a accès à tous nos comptes, elle connaît tous mes mots de passe. Elle aurait pu signer quelque chose à mon nom et je ne le saurais pas avant de recevoir une facture. Vous devez vérifier ça immédiatement. Si elle a falsifié des documents légaux, si elle vous a engagé financièrement dans cette GPA sans votre accord, c'est une fraude. Une fraude grave, un faux en écriture qui pourrait jouer lourdement en votre faveur dans une procédure de divorce. Vous pensez vraiment qu'on en arrivera au divorce? Agnès a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commencé à fouiller dans nos papiers. Camille était chez Sophie pour une sorte de session de planification de la grossesse, à discuter des couleurs de la chambre du bébé et des idées de baby shower, complètement ignorante de ce que j'allais découvrir. J'ai trouvé le contrat de GPA dans le tiroir du bureau de Camille, enfoui sous de vieux relevés bancaires et des dossiers médicaux. Le contrat était passé avec une clinique de fertilité située à environ 40 minutes de chez nous, une clinique étrangère qui gérait les dossiers en France. J'ai lu le document attentivement,
devenant de plus en plus en colère à chaque page. La clinique exigeait que les deux conjoints consentent aux arrangements de GPA. C'était logique. Ils ne voulaient pas de complications juridiques si un mari s'y opposait après coup. Il y avait une page de signature à la fin où Camille et moi étions censés signer, reconnaissant que nous comprenions les risques médicaux, les responsabilités financières et les implications juridiques. La signature de Camille était là, avec son écriture bouclée. Et à côté, il y avait ma signature, une version de mon nom qui semblait assez similaire pour faire illusion au premier coup d'œil, mais qui n'avait définitivement pas été écrite par moi. L'inclinaison était mauvaise. La boucle sur le T était à l'envers. Des petits détails qui prouvaient que Camille avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Elle avait commis une fraude. Un véritable délit pénal de faux et usage de faux. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, sous plusieurs angles, des clichés nets des deux signatures côte à côte, des photos de tout le contrat, et je les ai envoyées par email à Agnès avec pour objet, j'ai trouvé la preuve. Ensuite, j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Camille ne devait pas savoir que j'avais découvert ça tout de suite. Pas avant que ma stratégie légale ne soit en place. Agnès m'a appelé le lendemain matin. C'est un cas d'école de fraude. Elle a imité votre signature sur un contrat contraignant qui crée des obligations financières et juridiques importantes. Combiné à son refus de vous consulter, à ses prises de décisions unilatérales et au rejet de vos inquiétudes, vous avez un dossier extrêmement solide. Qu'est-ce que je fais maintenant? Documentez tout. Chaque conversation que vous avez avec elle, notez-la. Documentez chaque dépense qu'elle engage en rapport avec cette GPA. Chaque rendez-vous médical, chaque achat de médicaments, chaque échange avec la clinique. Tenez un journal détaillé. Plus vous aurez de preuves qu'elle prend des décisions unilatérales et dépense l'argent du ménage sans autorisation, plus votre dossier sera inattaquable. J'ai commencé à consigner chaque conversation, j'ai tenu un carnet où j'écrivais les dates, les heures et les résumés de ce qui s'était dit. J'ai commencé à vérifier nos relevés de cartes bancaires tous les jours, en notant chaque débit lié au traitement de fertilité et aux médicaments. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur avec toutes les preuves. Le contrat falsifié, les relevés financiers, les SMS où Camille balayait mes inquiétudes. Le transfert d'embryon a eu lieu le jeudi suivant, le 15 avril, exactement comme elle l'avait programmé. Camille est rentrée ce soir-là rayonnante d'excitation, rebondissant presque en franchissant la porte. Elle avait pris sa journée pour l'intervention et l'avait passée en grande partie à la clinique avec Sophie et Maxime. Elle a rassemblé les enfants dans le salon et a annoncé, d'une voix enjouée, que le bébé de Tata Sophie va grandir dans le ventre de maman pendant un moment. Notre fille de 5 ans, Chloé, a eu l'air confuse. Pourquoi? Parce que le ventre de Tata Sophie ne marche pas bien, alors maman l'aide. C'est pas super gentil? Oh, d'accord. Chloé est retournée jouer avec ses cubes, se moquant éperdument du drame d'adulte qui se déroulait autour d'elle. Les enfants ont ce don. Ils peuvent assimiler des informations bizarres et simplement passer à autre chose. Les jumeaux étaient trop petits pour comprendre quoi que ce soit, à part que maman avait l'air heureuse. Alors, ils ont tapé dans leurs mains et sont retournés jouer avec leur camion. J'ai observé cette scène depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, ne ressentant absolument rien. Tout l'amour que j'avais eu pour Camille s'était évaporé à la seconde où j'avais découvert cette fausse signature. Elle avait franchi une ligne si fondamentale qu'il n'y avait aucun retour en arrière possible. Elle avait commis une fraude, trahi ma confiance, et maintenant elle en annonçait fièrement le résultat à nos enfants. 2 semaines plus tard, Camille a fait un test de grossesse. Positif. Elle me l'a annoncé avec un sourire plein d'espoir, comme si j'étais censé faire la fête. Nous étions dans la cuisine un samedi matin. Les enfants étaient dans le salon en train de regarder des dessins animés. Elle a sorti le test de grossesse de sa poche, un de ces tests digitaux qui affichent littéralement « enceinte » sur l'écran, et l'a brandi comme si elle avait gagné un prix. Ça a marché. Je suis enceinte. Tant mieux pour toi. Son sourire s'est effacé instantanément. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Camille? Félicitations d'avoir réussi à te faire inséminer avec le bébé de ton beau-frère après avoir falsifié ma signature sur des documents légaux. Son visage est devenu blanc, elle a littéralement perdu toutes ses couleurs. De quoi est-ce que tu parles? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert les photos, je lui ai montré le cliché du contrat avec les signatures côte à côte.
Cette signature, celle que je n'ai pas écrite, celle qui m'engage légalement et financièrement dans un accord de mère porteuse que je n'ai jamais accepté. C'est une fraude, Camille. Un véritable délit pénal. Thomas, je peux tout expliquer. Ne te fatigue pas. J'ai déjà parlé à mon avocate. Je demande le divorce. Elle m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire mal. Tu n'es pas sérieux, pas pour ça. Pour m'avoir systématiquement menti, pour avoir pris des décisions colossales sans mon avis, pour avoir falsifié des documents légaux à mon nom et commis une fraude. Ouais, je suis sérieux. Mortellement sérieux. Mais je suis enceinte. Tu ne peux pas me quitter maintenant. Quel genre de personne abandonne sa femme enceinte? J'ai dégagé mon bras de sa poigne. Pas mon bébé, pas mon problème. Tu as rendu ça très clair quand tu as décidé de l'avoir sans mon consentement. Elle s'est mise à pleurer. De gros sanglots dramatiques qui auraient probablement marché sur moi un mois plus tôt, mais maintenant, plus rien. Je me sentais juste vide en la regardant faire son numéro. S'il te plaît, Thomas, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur. D'accord. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû t'impliquer davantage. Mais je vais réparer ça maintenant. On peut surmonter ça. Non, on ne peut pas. On ne répare pas une trahison et une fraude en demandant pardon après l'avoir déjà fait. On répare ça en ne le faisant pas en premier lieu. Alors c'est ça. 6 ans de mariage, 3 enfants, et tu jettes tout par la fenêtre juste parce que j'aide ma sœur. Je jette tout ça parce que tu m'as trahi. Parce que tu m'as prouvé que mon opinion, mon consentement, mes sentiments, rien de tout ça n'a d'importance pour toi. Tu fais tout ce dont tu as envie et tu t'attends à ce que je l'accepte tout simplement. Elle a tendu la main vers moi à nouveau, mais j'ai reculé. Les 3 mois qui ont suivi ont été brutaux. Camille a emménagé dans la chambre d'amis, emportant ses affaires par étapes. La maison est devenue un étrange territoire divisé. J'avais la chambre parentale et mon bureau. Elle avait la chambre d'amis et la salle de bain des enfants. Nous nous croisions dans les couloirs comme des étrangers, ne nous adressant la parole qu'en cas d'absolue nécessité. J'ai déposé la demande de divorce le lundi matin. Agnès a soumis le dossier avec toutes les preuves que nous avions compilées, le contrat falsifié, les relevés financiers montrant les dépenses unilatérales de Camille, les conversations documentées où elle balayait mes inquiétudes et refusait de reconsidérer sa décision. J'ai immédiatement séparé nos finances. J'ai appelé la banque et bloqué nos comptes communs. J'ai ouvert de nouveaux comptes courants et d'épargne uniquement à mon nom. J'ai fait virer tous mes salaires sur ces nouveaux comptes. J'ai changé tous mes mots de passe sur tous mes comptes. Email, banque, assurance, électricité, tout. J'ai pris de nouvelles cartes de crédit avec seulement mon nom dessus. Agnès m'avait conseillé de prendre les devants sur le récit de la situation. Votre femme va jouer les victimes. La femme enceinte abandonnée par son mari sans cœur. Vous devez tout documenter pour montrer la vraie version de l'histoire, qu'elle a détruit votre mariage par la trahison et la fraude et que vous ne faites que vous protéger. Camille a immédiatement commencé à jouer la victime, racontant à sa famille que je l'abandonnais alors qu'elle était enceinte, omettant commodément la partie où elle était tombée enceinte du bébé de quelqu'un d'autre sans mon consentement et avait falsifié ma signature sur des documents légaux. Sophie m'a appelé 2 jours après que j'ai déposé le dossier, la voix tranchante de colère. Comment peux-tu faire ça à Camille? Elle porte mon bébé par amour. Elle sacrifie son corps pour aider sa sœur et tu demandes le divorce. Quel genre d'homme fait ça? Sophie, je suis heureux que ta sœur t'aide sincèrement. J'espère que tu auras un bébé en bonne santé et que tout se passera bien. Mais elle a détruit notre mariage pour le faire. Elle a pris des décisions qui ont mis fin à notre relation. C'est de sa faute, pas de la mienne. Tu es sans cœur. Elle a besoin de soutien en ce moment. Le premier trimestre est le plus dur, et tu lui fais subir ce stress. Tu sais ce que le stress peut faire à une grossesse? Alors toi et Maxime n'avez qu'à la soutenir. Moi, j'ai fini. On essaie. Mais elle a besoin de son mari. Tu as prononcé des vœux, Thomas. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, ou bien ça ne signifie rien pour toi? Il signifiait tout. Jusqu'à ce qu'elle me montre qu'il ne signifiait rien pour elle. Demande à Camille de te parler de la signature falsifiée. Demande-lui ce que c'est que de prendre des décisions cruciales pour la vie sans l'accord de son mari. Ensuite,
demande-toi qui a brisé les vœux en premier. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Maxime a essayé aussi, en débarquant chez moi un samedi après-midi alors que j'avais les enfants. Il a frappé à la porte et j'ai ouvert pour le trouver là, l'air mal à l'aise. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait manifestement pas. Non, on n'a rien à se dire. Camille vit un enfer à cause de toi. Le stress, les hormones, essayer de savoir où elle va vivre. C'est trop. Ce stress n'est pas bon pour le bébé. Encore une fois, ce n'est pas mon bébé, ce ne sont pas mes affaires. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vit avec. Tu vas vraiment laisser ta fierté détruire ta famille? Tes enfants ont besoin de voir leur mère et leur père ensemble. Ma fierté? J'ai failli rire. Ta femme a demandé à la mienne de porter ton bébé. Camille a dit oui sans me demander. Ensuite, elle a imité ma signature sur des documents légaux pour que ça se fasse. Mais bien sûr, appelons ça de la fierté. Elle a falsifié la signature seulement parce qu'elle savait que tu serais déraisonnable à ce sujet. Donc, la fraude est justifiée tant que tu penses que l'autre personne pourrait s'y opposer. C'est ça ta défense. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Il a réalisé à quel point son argument était stupide. Par lui, s'il te plaît. Elle s'effondre. Ce n'est plus mon problème. Toi et Sophie vouliez ce bébé. Vous l'avez. Félicitations. Il est parti sans un mot de plus, retournant à sa voiture les épaules voûtées. À mesure que la grossesse avançait, la réalité a commencé à rattraper tout le monde. Camille était fauchée. Mes revenus finançaient environ 70% de son train de vie, et elle ne pouvait pas se permettre de vivre avec son salaire d'assistante dentaire. Elle avait supposé que j'accepterais simplement la situation et que je continuerais à tout payer. Faux. Sophie et Maxime n'étaient pas non plus aussi stables financièrement qu'ils l'avaient prétendu. Il s'avère que les années d'échec de FIV avaient complètement vidé leurs économies. Ils avaient fait exploser leurs cartes de crédit, contracté des prêts auprès des parents de Maxime, et arrivaient à peine à garder la tête hors de l'eau. Ils ne pouvaient pas se permettre de soutenir financièrement Camille pendant la grossesse. Camille a commencé à m'envoyer des SMS sans arrêt depuis différents numéros, car j'avais bloqué son numéro principal. Tu peux au moins m'aider pour les frais médicaux? Ma mutuelle ne couvre pas tout. Les enfants ont besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Tu peux envoyer de l'argent? Je vis sur des crédits conso, Thomas. S'il te plaît, je ne peux pas me payer à manger. Les vitamines de grossesse coûtent cher. Tu peux m'aider? J'ai répondu une seule fois. Tu as fait un choix. Assume les conséquences. Après ça, j'ai bloqué chaque numéro d'où elle m'écrivait et j'ai installé une application de coparentalité recommandée par Agnès. L'application permettait de communiquer uniquement au sujet des enfants. L'emploi du temps, les rendez-vous médicaux, l'école, mais rien d'autre. Tout message concernant l'argent ou des problèmes personnels était ignoré. Julien est passé un soir pendant que je préparais les derniers cartons des affaires restantes de Camille. Elle avait emporté la plupart de ses affaires chez sa mère, mais il restait encore des cartons de livres, de décorations et de gadgets de cuisine divers qu'elle n'avait pas encore pris le temps de récupérer. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé en attrapant un carton et en commençant à le remplir avec les coussins décoratifs que Camille avait absolument voulu pour le canapé. Mieux que ce à quoi je m'attendais. La maison est plus calme sans elle. Paisible. Tu vois les enfants? Un week-end sur 2, selon l'accord de garde temporaire qui vient d'être approuvé. Ils s'adaptent. C'est correct. Chloé a posé quelques questions, mais globalement ils acceptent juste le fait que papa et maman vivent dans des endroits différents maintenant. Il a scotché un carton plein, en a attrapé un autre. Sophie et Maxime jouent le rôle de la famille solidaire? D'après ce que j'entends dire par les bruits de couloir, ils s'en sortent à peine eux-mêmes. Il s'avère qu'avoir un bébé par mère porteuse, ça coûte très cher. Tous ces frais médicaux, le suivi prénatal, la préparation à l'accouchement en lui-même, ça chiffre vite. Qui l'eût cru? Donc Camille se retrouve avec toutes les factures sur les bras. La grossesse a suivi son cours. Camille m'envoyait des photos des échographies via l'application de coparentalité comme si ça m'intéressait. Je les effaçais sans les regarder. Elle a essayé de se servir de notre fille de 5 ans pour me faire culpabiliser pendant les week-ends de garde. Papa,
Pourquoi tu ne veux pas rentrer à la maison? Maman pleure beaucoup. Je me suis accroupi à la hauteur de Chloé. Je me suis assuré d'avoir toute son attention. Parfois, les grandes personnes font des choix qui changent les choses. Maman a fait un choix que je ne pouvais pas soutenir. Mais je t'aime toujours très fort, et ça ne changera jamais. Toi, Léo et Hugo, vous êtes tout mon univers. Tout ça n'a rien à voir avec vous. Chloé a semblé satisfaite de cette réponse et est retournée jouer avec ses poupées. Les enfants sont résilients, beaucoup plus résilients que les adultes ne le pensent. À 6 mois de grossesse, Camille galérait visiblement. Je l'ai vue lors d'un échange pour la garde un dimanche soir, en me garant sur le lieu de rendez-vous convenu, le parking d'un supermarché Leclerc à mi-chemin entre nos 2 domiciles. Elle avait l'air épuisée, ruinée et désespérée. Sophie était avec elle sur le siège passager. Apparemment, elle avait emménagé avec Camille puisqu'aucune d'elles ne pouvait payer un loyer séparément. Thomas, a dit Camille pendant que je transférais les sacs de voyage des enfants de sa voiture à la mienne. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. On peut parler des enfants sur l'application. Rien d'autre. Je t'en supplie. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant, mais je suis enceinte de 7 mois et je craque complètement. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Sophie est sortie de la voiture, se positionnant entre Camille et moi comme une sorte de barrière protectrice. Elle porte mon bébé. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est de faire preuve d'un peu de compassion. Tu sais à quel point une grossesse c'est difficile? Les nausées matinales, l'épuisement, les rendez-vous médicaux. La moindre des choses. J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. J'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé. Je suis resté en dehors de ça. Vous vouliez toutes les deux que je disparaisse du tableau pour que Camille puisse se concentrer sur l'aide à sa sœur. Alors, je suis parti. Je me suis retiré complètement. Maintenant, vous êtes surprise qu'il y ait des conséquences. Camille s'est mise à pleurer, s'appuyant contre sa voiture pour se soutenir. Je n'ai jamais voulu que tu partes. Je voulais juste aider ma sœur. Je pensais que tu comprendrais un jour. Je pensais qu'on traverserait ça ensemble. En me mentant, en falsifiant des documents, en tombant enceinte du bébé de son mari sans mon accord. C'est ta version de l'ensemble. Le visage de Sophie est devenu rouge de colère. Tu es cruel. Elle est enceinte de 7 mois, fauchée et terrifiée. Et tu restes là à agir comme si elle méritait ça. Elle mérite ça. Absolument tout ça. Elle a fait des choix. Des choix d'adulte avec des conséquences d'adulte. Je l'avais prévenu que ça détruirait notre mariage. Elle l'a fait quand même. Maintenant, elle vit avec la réalité de ses choix. J'ai fini de charger les sacs des enfants dans ma voiture, j'ai aidé Chloé et les jumeaux à s'installer dans leurs sièges auto. Camille pleurait toujours. Sophie me foudroyait toujours du regard comme si j'étais le grand méchant de l'histoire. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré, les laissant plantés là sur le parking. La procédure de divorce a avancé à un rythme régulier. Agnès a présenté notre dossier avec une précision militaire. La chronologie de la décision de Camille, la fausse signature, les dépenses unilatérales des fonds du ménage, les preuves documentées de son refus de prendre en compte mes inquiétudes. L'avocat de Camille a joué la carte de la pitié à fond. La pauvre femme enceinte abandonnée par un mari cruel. Regardez comment elle souffre. Regardez à quel point il est sans cœur. Elle porte le bébé de sa sœur par amour, et il la punit pour ça. La juge n'a pas mordu à l'hameçon. La juge Patricia Moreau avait la soixantaine, elle siégeait depuis 20 ans, elle avait vu toutes les tactiques de divorce imaginables. Elle a examiné tous les documents soumis par Agnès, écouté les 2 avocats présenter leurs arguments, et a posé des questions incisives qui ont mis l'avocat de Camille très mal à l'aise. Madame, a dit la juge Moreau, en regardant Camille droit dans les yeux. Vous avez pris une décision unilatérale qui a fondamentalement altéré la nature de votre mariage. Est-ce exact? J'essayais d'aider ma sœur, a balbutié Camille. Elle essayait d'avoir un bébé depuis des années, et je pensais que... Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous, oui ou non, pris cette décision sans consulter votre mari? Oui, mais... Et avez-vous falsifié sa signature sur un contrat légal l'engageant financièrement dans cet accord? L'avocat de Camille est intervenu. Votre honneur,
ma cliente était soumise à une détresse émotionnelle importante. Les problèmes d'infertilité de sa sœur avaient été. La détresse émotionnelle ne justifie pas la fraude, maître, a tranché la juge Moreau d'une voix sèche. Votre cliente a commis un délit de faux en écriture en imitant la signature de son mari. Elle a dépensé des fonds communs sans autorisation. Elle a fait preuve d'un mépris total pour leur partenariat. Ce ne sont pas les actes de quelqu'un qui agit de bonne foi. La décision de la juge a été sans appel. Le divorce a été prononcé. J'ai obtenu la garde principale de nos 3 enfants, Camille bénéficiant d'un droit de visite supervisé jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle disposait d'un logement stable et de revenus suffisants. Elle a été condamnée à me rembourser les fonds communs qu'elle avait dépensés pour les frais médicaux liés à la GPA, soit environ 8 000 €, sur la base des relevés de cartes bancaires qu'Agnès avait fournis. La juge a également précisé très clairement que je n'avais aucune obligation financière ou parentale concernant le bébé né de la mère porteuse. Pas mon enfant, pas ma responsabilité. J'étais libre. Camille a accouché 3 semaines après que le divorce a été finalisé, fin décembre. Une petite fille, 3,3 kg, en bonne santé et qui pleurait fort. Elle m'a envoyé une photo via l'application de coparentalité avec le message « Magnifique petite fille ». Sophie et Maxime sont tellement heureux. Je pensais que tu voudrais savoir que tout s'est bien passé. Je n'ai pas répondu. J'ai marqué le message comme lu et je l'ai archivé. J'ai appris par la rumeur ce qui s'est passé ensuite. Camille a remis le bébé comme prévu. Sophie et Maxime ont ramené leur fille de l'hôpital à la maison. Et ça aurait dû être la fin heureuse que tout le monde espérait. La conclusion triomphante de toutes ces années de lutte contre l'infertilité. Sauf que la réalité les a rattrapés. Vite et brutalement. Les nouveau-nés coûtent très cher, d'une manière que les gens n'imaginent pas tant qu'ils ne le vivent pas. Les couches, le lait en poudre, les rendez-vous incessants chez le pédiatre, les vêtements qui deviennent trop petits en quelques semaines. Sophie n'a pas pu travailler à cause de complications postpartum. Une histoire de tension artérielle élevée et d'obligation de rester alité. Les heures de travail de Maxime ont été réduites parce que sa boîte faisait un plan social. Ils avaient absolument vidé toutes leurs économies pour le processus de GPA, les factures médicales, les frais de la clinique, les dépenses liées à la grossesse de Camille, et il ne leur restait plus rien pour le bébé en lui-même. Ils ont commencé à demander de l'aide à Camille. Du babysitting gratuit surtout, mais aussi de l'argent quand ils pouvaient en gratter. Mais Camille travaillait à plein temps maintenant, essayant de rembourser ses dettes, et ne pouvait pas tout laisser tomber pour devenir leur nounou non rémunéré. Elle arrivait à peine à garder la tête hors de l'eau. Sophie a commencé à lui en vouloir. Tu as proposé d'être notre mère porteuse. Maintenant tu ne veux même pas nous aider à l'élever. Tu es sa tante biologique. Tu l'as porté pendant 9 mois. Comment peux-tu simplement t'en aller? J'ai porté ton bébé pendant 9 mois comme nous l'avions convenu. Je ne suis pas en plus ton service de garderie gratuit. J'ai mes propres enfants à m'occuper, des factures à payer, une vie à reconstruire. Leur relation s'est complètement fracturée. Les sœurs jumelles, qui avaient été inséparables toute leur vie, ne pouvaient soudain plus supporter d'être dans la même pièce. Sophie a accusé Camille de les abandonner après avoir obtenu ce qu'elle voulait, bien que ce que Camille ait prétendument retiré de l'accord restait très flou. Maxime a arrêté de répondre aux appels de Camille. Pendant ce temps, Camille était toujours fauchée, toujours en galère, vivant toujours chez sa mère dans une chambre d'amis avec nos enfants pendant ses week-ends de garde. Le salaire de son boulot d'assistante dentaire ne couvrait pas ses factures. Ses cartes de crédit étaient au maximum. Elle avait détruit son mariage, ruiné sa situation financière, s'était aliéné sa sœur jumelle et avait traumatisé ses enfants. Tout ça pour un acte désintéressé qui avait laissé absolument toutes les personnes impliquées dans la misère. Elle a essayé de me recontacter environ 6 mois après la naissance du bébé. J'ai reçu un long email décousu via l'application de coparentalité, violant toutes les règles de la plateforme en ne parlant pas du tout des enfants. Thomas, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas continuer à faire ça toute seule. Je croule sous les dettes. Ma relation avec Sophie est détruite. Les enfants me parlent constamment de toi. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler d'une réconciliation? Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'aurais dû gérer les choses différemment, mais je te demande, je t'implore de me donner une autre chance. Nous étions bien ensemble. Nous pouvons être bien à nouveau. S'il te plaît.
J'ai répondu une fois, en faisant court. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Nous avons fini. Concentre-toi sur le fait d'être une bonne mère pour nos enfants pendant ton temps de garde. Ne me contacte plus pour autre chose que pour l'organisation de la garde. C'était ça.